va démarrer ce deuxième sujet ô combien important, surtout en cette période, la sécurisation des projets industriels face à la situation actuelle, notamment de pénurie. Projets industriels intégrant des systèmes électroniques. Je fais une petite introduction, on passera un petit tour de table ici de présentation, puis on embrayera sur une petite démonstration vidéo. Ensuite, un état des lieux et une situation présentée par Eric. Et puis, voilà, on abordera des questions de sécurisation d'appro, de sources d'appro, comment travailler un peu sur les délais d'allongement. On verra que la reconception, on en parle de plus en plus. On verra quels sont les impacts sur les aspects contractuels et les aspects garantis contractuels dans les contrats entre donneurs d'ordre et prestataires ou partenaires industriels de l'électronique. Et puis on va finir quand même sur des notes un peu plus positives, parce qu'il y en a quand même. Les projets quand même continuent à avancer et il y a toujours des réussites. Et ensuite, on verra en conclusion justement quelles sont ces réussites, notamment en termes de relocalisation et puis sur différents secteurs en particulier. Donc l'entreprise, quel que soit son secteur d'activité aujourd'hui, est confrontée à une explosion des délais de fabrication et des coûts matières, souvent dus à la partie électronique intégrée justement et à ces produits. Par ailleurs, cette situation met en évidence une criticité globale plus forte sur ces produits par l'absence de maîtrise de toute la chaîne de valeur, depuis la conception jusqu'à la fabrication, les tests, aussi bien en interne que chez ses sous-traitants et ses partenaires. Dans ce contexte actuel de pénurie de composants, de difficultés d'approvisionnement, on va essayer de vous présenter et de vous proposer quelques approches méthodologiques, quelques outils, ou tout du moins, au moins quelques leviers pour se sortir un petit peu quelques bonnes pratiques pour se sortir un petit peu de l'ornière. Je vais laisser la main, on va faire un petit tour de table sur nos intervenants. Bonjour, donc Pascal Rouet, je suis un dirigeant de Obdo, qui est un bureau d'études à Caen, pas très loin, qui fabrique, conçoit, développe des objets connectés. Souvent, un objet connecté, c'est un capteur qui prend des mesures et qui les envoie à distance. Et c'est notre métier de rencontrer des gens qui ont des idées, aimeraient faire des mesures de quelque chose et les récupérer. Pour en faire quoi, on verra. Et donc, ils nous consultent sur tous les métiers allant de l'électronique jusqu'à l'algorithmie pour pouvoir faire ces traitements. Nous sommes une quinzaine de personnes et l'entreprise a une dizaine d'années d'existence. Merci Pascal. Éric Burnotte, directeur général d'Alliancis, donc une entreprise de sous-traitance électronique qui est basée à Honfleur. Alliancis, c'est à peu près 80 personnes, c'est 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, et c'est des secteurs d'activité assez variés comme le nucléaire, la défense, et puis des produits plus communs, on va dire, et dont certains produits étaient développés par mon camarade Sijoin. Et je suis aussi président du SNES, le SNES étant le syndicat professionnel des fabricants d'électronique français, soit à peu près 25 000 personnes, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et à peu près 500 entreprises. Merci, petite illustration. Sur certains composants. Pour continuer sa production, cette entreprise a donc dû se tourner vers les brokers, un marché parallèle de revendeurs. C'est vraiment des gens qui achètent des stocks, qui les gardent pour eux, et puis quand ils ont des demandes qui viennent, ils les revendent donc au plus offrant, ou en tout cas à la personne qui est prête à payer le prix pour avoir les composants. Et c'est pour ça que ça nécessite des contrôles particuliers pour justement éviter les contrefaçons ou des stocks qui seraient pas bons. Il faut donc analyser, scruter ces composants qui ne viennent ni des usines ni des réseaux de revente franchisés. Toute une batterie de tests allant du microscope électronique au rayon X pour repérer d'éventuelles contrefaçons, rebuts de production ou bien des composants qui seraient usagés.
Si on a une trace que le composant a déjà été utilisé, on ne sait pas dans quelles conditions il a été utilisé. Est-ce qu'il aurait été, par exemple, est-ce qu'il aurait subi des stress en tension ou des stress en courant, ou est-ce qu'il aurait déjà vieilli prématurément, ce qui pourrait induire des problèmes de fiabilité, donc des comportements anormaux plus tard, et qui ne seraient pas forcément décelés lors du test de fabrication des cartes électroniques. Car sur ces chaînes de production où l'on fabrique des pièces de haute technologie, toute approximation aurait des conséquences très lourdes. On est sur des calculateurs de réacteurs d'avion, sur des FADEC. Il est hors de question de monter un composant avec une défaillance sur un réacteur d'avion. On travaille sur des dispositifs médicaux implantés. Bien évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir une défaillance sur un dispositif qui serait dans le corps humain, quoi. Sur l'ensemble des lots achetés hors du circuit conventionnel, 10 à 20% ont été renvoyés. La pénurie pourrait durer jusqu'à la fin 2022. Dans 5 secondes, tu pourras ignorer cette pub. Mais ce qu'on ne peut pas ignorer, c'est le changement. Un, deux, trois. Oui, c'est revenu. Voilà, alors, c'était pas une structure normande, mais je pense que les problématiques étaient les mêmes et sont les mêmes. Je vais passer la main à Eric pour un état des lieux effectivement sur cette situation et par rapport à cette pénurie de composants. Merci. Donc, pour comprendre cette crise, je pense que c'est intéressant de remonter aux origines, parce qu'effectivement, vous en entendez parler depuis 2 ans maintenant, mais les racines du mal sont relativement profondes. Et en fait, il faut regarder en arrière et regarder ce qui se passait. Jusque dans les années 2000, la plupart des grandes entreprises producteurs de produits électroniques étaient aussi des fabricants. Et donc les ennuis ont commencé quand à la fin des années 90, début des années 2000, on a commencé à démanteler ces grands groupes. Philips, Thomson, Siemens, Motorola, enfin ils ont tous passé un par un, puisque les financiers ont imaginé qu'en les découpant, on allait augmenter la valorisation boursière. Non seulement il n'en a rien été, mais on est en train aujourd'hui de payer les dégâts de ces fausses bonnes idées. Et donc tous ces fabricants en fait ont été donc découpés. Donc on a séparé la fabrication des composants de la vente et du développement des produits. Et puis on ne s'est pas arrêté là, c'est-à-dire qu'au niveau des composants, on a séparé les composants actifs des composants passifs. Et puis on a commencé à appliquer la même stratégie, celle de la sous-traitance à outrance, où en fait on a fait rentrer de plus en plus d'acteurs dans la chaîne. Et surtout, on est maintenant dans une chaîne qui est ouverte, puisque quand on s'appelait Philips ou Thomson, il y avait un lien direct entre les produits qu'on fabriquait et les composants qu'on développait. Aujourd'hui, comme c'est des entités qui sont séparées, il n'y a plus de lien. Et donc là-dessus est arrivé... alors il y avait déjà eu plusieurs coups de semonce, ce n'est pas la première fois qu'on a des crises de composants. Dans les années 2018, il y avait déjà des problématiques, notamment sur les composants passifs. Et puis en 2020 est arrivée cette histoire de Covid qui a servi d'accélérateur ou de détonateur, enfin c'est comme on veut, avec une hausse spectaculaire du marché des PC et des produits associés, donc liés au confinement. Et donc on a commencé à avoir une problématique, c'est que les capacités de production de composants étaient bien inférieures à la demande. Et ça a continué. C'est encore le problème aujourd'hui. La logistique qui est mondialisée, elle est devenue complètement anarchique, puisque on a des morceaux de composants, des morceaux de process qui sont répartis un peu partout dans le monde. On a une puce qui est fabriquée à un endroit, une encapsulation qui est fabriquée à l'autre bout du monde, et puis là-dedans on a le transport. Donc on a tous les ingrédients pour avoir un certain nombre d'ennuis. Début 2020, donc la crise sanitaire a fait qu'un certain nombre de filières se sont arrêtées brutalement, l'automobile, l'aéronautique, tout ce qui est aussi nautique. Et donc, coup d'arrêt, les prix se sont envolés sur là où il y avait de la demande, les délais de livraison se sont allongés, mais globalement, en fait, dans cette première partie de la crise, les délais de livraison ont été respectés. C'est-à-dire que s'il y avait un décalage de 2 mois, au bout de 2 mois, vous aviez ces composants. Deuxième moitié de l'année 2020,
encore une intensification de la demande, nouvelle envolée des prix, et là, la logistique, c'est encore compliqué, puisque les délais qui étaient précédemment décalés mais respectés ne l'étaient plus. Donc aujourd'hui, on a d'énormes difficultés à savoir quand est-ce que les composants qui sont fabriqués quelque part dans le monde nous sont livrés. Et donc c'est un peu l'anarchie. On a de plus en plus de livraisons qui sont aléatoires. Les conséquences de ça, c'est qu'on a des stocks paradoxalement qui augmentent parce que vous savez que dans une fabrication de produits, on a des fois 500, 600 composants différents. S'il en manque un, on ne peut pas produire. Donc on a les autres en stock. On n'est pas capable de livrer les clients finaux. Et donc financièrement, ça devient un peu compliqué. Tout ça se met sous tension. Alors malheureusement, il n'y a pas d'éclaircie aujourd'hui à l'horizon. Hein. On a beaucoup d'échanges là-dessus entre les différentes filières. Il est toujours très difficile de prévoir une sortie de crise. Hein. Tout le monde s'est toujours trompé. Mais aujourd'hui, tout laisse à penser qu'il y en a encore pour de très nombreux mois. Alors, qu'est-ce qui nous laisse penser ça? C'est que tout simplement, la croissance, la demande est toujours en croissance. Hein. Les distributeurs, ils ont des book-to-bill qui sont autour de 1,7, 1,8. Donc, il n'y a pas de relâchement là-dessus. Et puis, on sait que les capacités de production, notamment de semi-conducteurs, elles augmentent moins vite que la demande. D'autant plus que les investissements qui ont été faits ne sont pas toujours ceux dont on aurait besoin. Hein, ils sont faits par des investisseurs qui regardent le profit et qui ne regardent pas forcément le côté industriel de la chose. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous avez tous entendu parler du CHIPS Act, hein, un plan de 53 milliards. On est en train d'investir dans des technologies qui ne sont pas les nôtres. Donc on va fabriquer des composants qui sont sûrement très performants, mais il n'y en a pas dans vos produits de tous les jours, il n'y en a pas dans l'industrie, il n'y en a pas dans les choses qu'on conçoit. Et donc forcément, ça va pas se résoudre. Il y a quelques bonnes nouvelles quand même, c'est qu'il y a la crise des composants actifs, mais il y a aussi des problématiques de composants passifs. Alors les composants passifs, on entend moins parler. Et là, visiblement, il y a eu des investissements qui ont été faits en Europe. Donc petit à petit, cette menace-là va s'éloigner. La bonne nouvelle aussi, c'est que la demande reste solide. Et contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, tout ce qu'on fabrique dans nos entreprises est consommé. C'est-à-dire que nos clients ne s'amusent pas à faire des stocks. Et c'est des nouvelles technologies, c'est des nouveaux secteurs d'activité. On parlait du secteur de l'énergie tout à l'heure. C'est un secteur qui est très prisé, qui consomme beaucoup de composants. Il faut mettre de l'électronique pour faire des économies d'énergie. Et tout ça est évidemment non prévu. Le secteur de l'aéronautique qui est en train de redécoller, alors pas sur les mêmes avions qu'à l'origine, mais du coup, ça nécessite aussi des nouvelles technos, des nouvelles cartes. Et donc la demande est en croissance. Donc, je dirais, tout irait bien dans le monde de l'électronique. Si on arrivait à résoudre ces problèmes, on va forcément arriver à les résoudre à un moment ou à un autre. C'est pas tout de suite, mais on aura bien évidemment, à un moment donné, les investissements vont porter leurs fruits et la situation va revenir à la normale. En attendant, beaucoup de gens ont pris conscience de la fragilité de la supply chain. Beaucoup de relocalisations sont en train de se faire. Alors c'est très long, hein, parce que entre le moment où les gens décident quelque chose, il faut à peu près 4 ans pour construire une usine de semi-conducteurs, hein, 2 ans pour la construire, 4 ans pour la rendre opérationnelle. Donc tout ça est très très long, ce qui fait qu'on sait que la crise va encore durer un moment. Mais on revient à quelque chose de beaucoup plus pragmatique et avec une supply chain dont on va, en tout cas on l'espère, maîtriser les tenants et les aboutissants, ce qui n'était plus le cas depuis de nombreuses années. Oui, d'accord. Alors, je ne sais pas, vous voulez qu'on parle des bonnes pratiques? On va parler des bonnes pratiques. Alors, on peut peut-être basculer sur l'aspect bonnes pratiques côté conception. Comment anticiper? Alors, on va voir qu'on peut anticiper et gérer certaines choses une fois que le produit est là et qu'il faut le sortir sans le modifier. Mais on va voir qu'aussi, sans trop le modifier, mais on peut avoir un retour d'expérience et quelques préconisations sur la partie conception pour anticiper au maximum. Oui, merci Philippe. Garde la slide d'Eric au tableau parce que je pense qu'elle est très bien. Finalement, en conception, notre métier a complètement changé. Il y a quelques années, on cherchait à trouver le meilleur composant pour faire la meilleure fonction par rapport à l'objectif du produit. Aujourd'hui, on travaille à l'envers.
C'est-à-dire qu'on regarde, on se renseigne sur qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est garanti avec une certaine pérennité, où est-ce qu'on va avoir des sécurités d'appro. Et quand on trouve le composant qui permet de faire la fonction peut-être non optimale, mais qui permet de la faire, on le prend, on l'achète et on le plante. On le met sur le schéma. Ça veut dire qu'on travaille effectivement de façon très différente. Et ça veut dire aussi que ça crée des liens différents de ce qui existait auparavant avec les fondeurs, puisque on avait avant un marché où on regardait des choses qui étaient disponibles et où, à la limite, plusieurs distributeurs allaient se battre sur un même composant ou plusieurs acteurs se battre sur une même fabrication. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de créer des liens plus importants, à la fois avec Eric, enfin des parties UMS, sur qu'est-ce qui est possible de poser, parce que tout n'est pas possible à poser, et aussi de créer des liens plus importants avec les fondeurs, ST, NXP, Motorola, Renesas, voilà, tous ces gens qui fabriquent des composants, pour aller privilégier des lignes de produits. En fait, la grande question qu'on a, nous tous, c'est ils sont en train de faire des priorités par rapport à leur ligne de produits, vers quels composants il faut se tourner pour que demain, on puisse sécuriser les appros pour nos clients. Ça, c'est une première phase au niveau conception qui a changé la donne et qui a changé la façon de travailler. On voit aussi un impact, alors quelque part qui me réjouit, je pense que Eric, tu seras d'accord, c'est qu'on a vu souvent des startups qui arrivent avec beaucoup de design à base d'Arduino, de Pi. C'est super pour prototyper, c'est super pour aller vite. Par contre, il faut être très clair, c'est introuvable. Et il faut être très clair, c'est quasi inindustrialisable. Je pense que tu seras d'accord, Eric. Je ne peux qu'être d'accord. Finalement, la situation actuelle fait qu'on voit un petit peu de bon sens revenir à ce niveau-là. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas en utiliser, parce que le proof of concept, le démonstrateur, notamment pour une startup, aller chercher du financement, il est souvent nécessaire. Par contre, ça veut dire que la conception du produit ensuite qui va avoir lieu, elle va devoir être faite de façon beaucoup plus industrielle qu'elle n'avait faite jusqu'à présent. Sans oublier l'aspect réglementaire, où aujourd'hui, sur ces plateformes type Arduino, certains constructeurs revendiquent certaines choses, mais ce n'est pas applicable. Aujourd'hui, c'est pas dans cette direction-là qu'il faut aller. Moi, j'ai coutume de dire c'est plug and play. Ça plug souvent, mais ça plaît pas toujours. Ou on va dire ça tombe en marche aussi. Est-ce que tu veux complémenter, Eric, cet aspect-là ? Non, en fait, au fil du temps, il y a des bonnes pratiques qui se sont perdues dans les grands groupes. Il y a encore quelques années, quand on développait, la première chose qu'on faisait, c'est de développer en coopération avec les achats, et on se posait beaucoup de questions, justement sur la disponibilité du composant, sur sa pérennité, sa durée de vie commerciale. Toutes ces pratiques-là, avec un peu l'abondance ou la surabondance des composants, ont été un peu perdues. Il suffisait d'ouvrir un tire-au-classe, on passait un coup de fil à un distributeur ou un cataloguiste, et puis on trouvait les composants. Donc tout ça, c'est un peu fini. On a vécu parce qu'il y avait, encore une fois, surabondance, qu'il y avait des stocks et que la plupart des fabricants de composants étaient en surcapacité de production. Donc ça a laissé passer des choses, on a perdu des réflexes et des bonnes pratiques. Et une des bonnes pratiques, c'est celle que je viens de citer, c'était de travailler dès le début, dès la phase de conception, à essayer de déterminer si les composants clés qu'on va choisir, et c'est particulièrement vrai pour des produits industriels ou des produits de défense ou des produits du nucléaire qui ont des durées de vie très très longues. Une fois qu'on a homologué ces produits, on ne peut pas les changer tous les 5 minutes. Et donc ces choix-là sont absolument essentiels. Et donc il faut être très attentif à ça. La deuxième, c'est que chaque fois qu'on peut mettre en place des doubles implantations, alors ça aussi c'est des choses qui se sont un peu perdues, il y a des composants qui sont assez faciles à remplacer. Encore faut-il le faire dans la phase de conception, parce que quand le produit est homologué et qu'il a été certifié, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, pour pas dire impossible. Donc tout ça, c'est des bons réflexes. Alors évidemment, c'est plus compliqué. On a l'impression de perdre du temps dans la phase de conception, mais que de facilité on retrouve derrière. Donc c'est une balance entre un investissement finalement et un retour sur investissement. Donc ces bonnes pratiques, il faut les remettre au goût du jour. Il faut réinculquer ça à nos développeurs qui les ont un peu oubliés. Ouais. Et puis aujourd'hui, face à l'incertitude sur les délais et puis l'allongement des délais, conception ou reconception est vraiment une solution à envisager. Effectivement,
La double implante, ça en est une. On était jusqu'à présent à trouver des équivalences, mais c'est de plus en plus compliqué. Et on remonte encore d'un cran où on se dit effectivement... alors, la double implantation sur des composants actifs ou des micros, c'est un peu compliqué. C'est pas toujours simple. Il faut considérer... Alors, il faut toujours considérer, quand on fait le choix d'un cœur numérique, on ne choisit pas un seul composant, mais il faut choisir une famille de composants. Une famille qui a une certaine évolutivité, qui peut avoir une certaine évolutivité en termes de taille flash, en termes de taille RAM, enfin, peu importe, mais en tout cas qui peut permettre d'offrir à pin-out égal identique et à implantation identique, permettre éventuellement de basculer sur d'autres références de micros qui vous permettront quand même de continuer à approvisionner et de continuer à produire et de fournir des produits qui marchent. Alors ça donne aussi une complémentarité, c'est-à-dire qu'un produit conçu il y a quelques années de façon pérenne, malheureusement, peut ne plus l'être. Alors j'ai envie de dire particulièrement dans un secteur d'IoT où parfois il y a des technologies quand même très modernes, Bluetooth ou autres, qui finalement sont liées à des chipsets qui évoluent très vite, parce que très liés tout simplement au grand public. Qui disparaissent très vite. Et qui disparaissent très vite. Et donc on voit maintenant aussi une deuxième activité de bureau d'études depuis quelques temps là, qui nous occupe, qui sont des clients qui se posent la question de effectivement refaire un design. C'est-à-dire, quitte à réinvestir un ticket conséquent, chambouler l'architecture, la reprendre, et refaire aussi, et ce qui est encore plus coûteux et souvent pas vu, le développement logiciel associé. Parce que toutes ces architectures ont du numérique et du logiciel embarqué qui est important. C'est un couple. C'est un couple. Alors moi je travaille beaucoup avec mon collègue Julien, je ne peux pas travailler sans lui. Ça c'est un couple, mais c'est pas le même. Voilà. Parce que lui est en logiciel et moi en matériel, et on ne peut pas travailler l'un sans l'autre à ce niveau-là. Il y a un téléphone qui sonne. Et donc c'est quelque chose qu'il faut aussi, à mon avis, commencer à envisager. C'est-à-dire que quand on voit des modules qui passent de 6,50 € à 360 puis $800, il y a un moment où, ne serait-ce que pour 100 pièces, on commence à se poser la question différemment. Voilà, donc quelque chose qu'on voit arriver. Merci. Alors, je voulais juste, on en a parlé tout à l'heure, je voulais juste voir les impacts sur les aspects contractuels et entre les donneurs d'ordre et puis les partenaires, alors que ce soit des partenaires éventuellement bureaux d'études ou des partenaires industriels. Eric, vous avez peut-être des éléments là-dessus. C'est sûr que les choses changent, les engagements sont difficiles à prendre et il faut visiblement mêler son client aussi à l'histoire. On est tous dans le même bateau. Alors le client et puis le client du client. Et le client du client. Pour tout vous dire, aujourd'hui c'est extrêmement compliqué, notamment sur des appels d'offres qui sont des appels d'offres d'État. On peut parler de ferroviaire par exemple. Rien que le fait de répondre à l'appel d'offres, ça peut des fois durer 2 ans. Bien évidemment qu'aujourd'hui ça devient quasi impossible, puisqu'on ne sait même pas quel sera le prix des composants la semaine prochaine. Donc c'est en train de modifier complètement la façon de travailler. Ça veut dire que toutes ces formules de révision de prix, choses comme ça, sont à remettre en cause. Et donc l'État est conscient de ça. Maintenant, ça va encore prendre un petit moment avant qu'on arrive à retrouver. Il faut aussi bien reconnaître qu'on a perdu l'habitude de travailler dans des périodes d'inflation qui étaient fortes à la fin des années 70 jusqu'au début des années 80. Donc aujourd'hui, les contrats et les façons d'échanger avec nos donneurs d'ordre ne sont plus du tout adéquates. Et donc il faut là aussi retrouver des bonnes pratiques et remettre des solutions qui soient utilisables au quotidien. Donc pour finir sur les modules, je pense qu'aujourd'hui il y a un point qui est extrêmement important, quand c'est possible, c'est d'éviter d'utiliser des modules, puisque ces modules-là, c'est pratique, c'est facile à utiliser, on gagne du temps en développement, on gagne du temps en soft. Mais la problématique, c'est que quand ce produit est plus disponible, c'est des ennuis assurés, parce qu'il n'y a pas de compatibilité. Pin-to-pin, ça marche jamais. Et puis, on est obligé de réhomologuer les produits, et finalement, ça coûte beaucoup d'argent. Mais c'est assez difficile, c'est un choix un peu cornélien pour les gens qui font développer ces produits-là. C'est où il faut dépenser de l'argent avant, donc du temps en termes d'industrialisation, en termes de développement, où il faut prendre le risque.
Et là, on voit aujourd'hui que ceux qui ont pris le risque sont souvent dans les ennuis, avec des productions qui sont arrêtées ou qui sont obligés de payer des prix complètement déments. On voit des modules. J'ai un client qui a acheté des modules Raspberry Pi à $350 la semaine dernière. Et il lui en fallait 8000. Donc faites le calcul. C'est des sommes absolument démentes. Et donc l'argent qu'ils n'ont pas dépensé au début, ils sont en train de le dépenser au centuple aujourd'hui. Et sachant que sur ces changements de modules aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a l'aspect réglementaire aussi. Si on doit se repayer une certification produit parce qu'on n'a plus de module et qu'on est obligé de basculer sur un autre, je pense que ça, pénurie ou pas pénurie de composants, c'est encore une bonne pratique quelque part qui s'est un peu perdue. Il faut considérer dès sa conception des alternatives en termes de solutions sur ces produits. Alors, pour rebondir sur ce sujet-là, c'est vrai que la vue du bureau d'études est que le module est pratique parce qu'il est aussi certifiable rapidement et avec un risque faible. Donc c'est quelque chose qu'on aime bien utiliser. Néanmoins, on voit bien l'impact et donc on est en train d'essayer d'utiliser le moins de modules possible par rapport à la situation. Je crois que sur une phase de conception de produit, il y a une chose à ne surtout pas négliger, c'est le temps de retour sur investissement sur le projet global. Quand vous investissez 100 000, 200 000, 300 000 euros sur un développement d'objets connectés, vous avez peut-être 30, 50, 80 000 euros sur l'hardware, et tout le reste c'est du logiciel et un bout d'Indus. Sur les protos, vous en fichez d'être à 1 000, 2 000 euros près. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'aller vite. Parce que si derrière vous décalez votre étude de 3 mois, voire de 6 mois, l'impact sur la commercialisation du produit, elle est beaucoup plus lourde en termes de finances d'entreprise que l'achat des pièces. Alors ce qui est intéressant pour nous, et c'est quelque part la bonne nouvelle, c'est que la situation actuelle nous amène à avoir justement une écoute plus importante au niveau des jeunes entreprises qui ont moins d'expérience sur l'électronique, sur comment gérer cela et à quasiment nous confier les rênes pour sécuriser les appros et prendre les bonnes décisions pour quelque part finalement les faire bénéficier du meilleur temps de développement possible. Donc ça c'est une première bonne nouvelle. Moi je trouve qu'il y a aussi une bonne nouvelle dans la situation, c'est que on a pris l'habitude d'avoir tout de suite, très vite. Concevoir un produit, le développer, le certifier, ça prend quand même quelques mois, voire plutôt 12 mois, 18 mois pour arriver à un état industriel. En fait, c'est pas incompatible avec des délais de nombreux composants. Certes, certains composants sont annoncés à 99 semaines parce qu'en fait, on ne sait pas quand ils seront disponibles, mais un certain nombre de composants sont quand même à 28, 50 semaines. Sur un objectif d'industrialisation d'un produit qui est normalement planifié, ce sont des choses qui se gèrent. Donc, je trouve que c'est assez bien, assez sain de pouvoir revenir sur une vision de planification de projet qui est capable d'être intégrée aujourd'hui par nos clients, qui sont plus à l'écoute de ça, qui justement savent quels sont les délais. Alors nos clients sont beaucoup plus à l'écoute, je pense que c'est pareil pour toi Eric, sur justement les délais d'approvisionnement. Donc on retrouve un fonctionnement finalement beaucoup plus partenarial avec nos clients en termes de développement. Voilà, si tu veux compléter. Oui, alors on est passé dans le... Voilà, on a décrit un tableau qui est ce qu'il est aujourd'hui, mais là on a déjà commencé à parler de ce qui est positif quand même. Il y a des choses positives côté bureau d'études et il y en a aussi côté intégrateur électronique. Des bonnes nouvelles, il y en a partout, hein, si ce n'est que déjà on a un afflux de commandes et que cet afflux ne se tarit pas aujourd'hui. Alors évidemment après ça tourne en boucle parce qu'il faut des composants mais voilà, donc il y a des secteurs d'activité qui se portent très très bien et comme je le disais moi aujourd'hui on entend souvent dire que on a un risque d'avoir une baisse du PIB, des choses comme ça. Nous clairement on ne le voit pas. Tout ce qu'on produit est fabriqué et consommé en fait. Il y a des gens qui attendent leurs produits. Surtout sur des secteurs d'activité qui sont relativement nouveaux, entre guillemets, celui de l'économie d'énergie, mais aussi la voiture électrique, enfin, tous ces sujets-là. Et ça, c'est des choses qui sont fabriquées sur le territoire. Il y a plein d'entreprises qui sont capables de fabriquer ça en région. Et donc, du coup, ça a aussi réveillé des consciences. Et puis, les gens se sont quand même dit, tiens, finalement, pourquoi on va faire fabriquer ça si loin alors que
on pourrait fabriquer ça de manière locale. Et donc, il y a des changements dans les mentalités, dans les gestions des projets et dans, finalement, la politique industrielle et la politique achat qui va avec. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que dans les 20 dernières années, quand on n'avait pas un acheteur qui n'allait pas sous-traiter des choses en zone low cost, c'était un acheteur qui n'avait pas tardé à chercher du travail. Donc, on n'écoutait pas ce que les gens disaient. Aujourd'hui, ces discours-là sont entendus et il y a des décisions concrètes qui sont prises. Oui. Sachant qu'en plus, ça, c'était un discours qui était vraiment de cloisonnement où voilà, on donnait la priorité et la force aux achats et pas au reste. Et derrière, les gens des projets subissaient les modifications pas souhaitées, pas voulues et passaient sous le manteau par des fournisseurs sans aucune information et remontée d'infos vers ses clients. Sur l'aspect, d'autres bonnes nouvelles, sur l'aspect formation, création de cursus. Non, d'abord, avant tout aussi, relocalisation et implantation de nouveaux sites de fabrication un peu importants sur notre territoire. Exemple, La Croix. Alors, effectivement, il y a des années qu'il n'y a pas eu d'usine d'électronique en construction en France. Aujourd'hui, j'en connais au moins 4. Oui. Donc ça, c'est aussi un signe que les temps changent. Et puis, sur le plan de la formation, à force de combat, on a réussi à convaincre l'État qu'il fallait remettre l'électronique au programme. Et à partir de la rentrée 2022, de nouveau, il y a non plus le BTS, parce que maintenant ça s'appelle un BUT, un brevet universitaire technologie ou de technologie, c'est pas exactement. Donc c'est de nouveau au programme. Et donc aujourd'hui, les classes sont ouvertes. Et donc maintenant, on va pousser des candidats pour les remettre dans ces classes, puisqu'il y a d'énormes besoins. Toutes les entreprises d'électronique ont été créées à peu près dans la même période, fin des années 70, enfin début des années 70 jusqu'à fin des années 90. Et donc les moyennes d'âge de ces entreprises-là sont toutes importantes. Et donc à croissance égale, il y a un renouvellement de personnel, un besoin en renouvellement qui est extrêmement important dans tous les domaines, puisque on ne forme plus d'électroniciens, mais du coup, dans les métiers connexes comme les achats, par exemple, des gens qui ont des connaissances de ce qu'ils achètent. Moi, j'ai toujours dit qu'un agent d'appro, enfin, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent négocier n'importe quoi. Acheter, c'est autre chose. Acheter, c'est on achète bien que ce qu'on connaît bien. Et donc, ça veut dire qu'il faut un minimum de connaissances techniques. On le voit bien aujourd'hui. Hein, quand il s'agit d'aller remplacer un composant par un autre, si on n'y connaît rien, c'est vite compliqué, quoi. Donc voilà, tout ça, ça revient sur le devant de la scène. Voilà, ça a été très très long, mais maintenant il faut aller très très vite parce que les besoins sont là et d'autant plus que le marché est là et donc il faut pas le laisser retomber. Bien sûr. Et ce qu'on observe aussi, c'est un petit peu une revalorisation de nos métiers électroniques. Et une revalorisation des salaires, alors qui n'est pas forcément facile à intégrer. Je me retourne vers Pascal. Oui, en tant que directeur, c'est pas toujours facile, je suis bien d'accord. Mais en même temps, c'est une très bonne nouvelle. À nous de le vendre mieux, voilà. On est en train de passer de l'augmentation de la charge de travail à l'augmentation des salaires. Très bien. Bien. Eh bien, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On va passer à notre conclusion sur cette thématique-là, et notamment une conclusion peut-être sur une vision de cette industrie du composant avec la relocalisation de quelques sites de production. Comment vous voyez un petit peu ça, sur quel techno, sur quel secteur? Bon, on en a parlé, il y a de la 5G, il y a aussi de l'IoT encore, on voit arriver un petit peu de puissance. Comment, Eric, vous voyez cette évolution à court terme et moyen terme? Écoutez, comme je dis souvent, en 1941, quand les Américains ont eu la mauvaise surprise de Pearl Harbor, ils se sont mis à fabriquer des porte-avions, et les porte-avions, ils les ont fabriqués en 4 à 5 mois. Donc quand il y a des besoins, on sait se mobiliser et on arrive à trouver des solutions. Je pense qu'on va aujourd'hui, des besoins, ils sont là. On ne va pas avoir d'autre choix que de se mobiliser. Et c'est là où on est créatif et on trouve des solutions. Il faut compter sur l'industrie française pour redémarrer, enfin de l'industrie européenne, parce qu'on n'arrivera pas à régler tous les problèmes à nous tout seuls. Mais aujourd'hui, il y a des dialogues qui sont en train de se créer, des gens qui ne se parlaient pas, qui se parlent, des gens qui essayent de travailler ensemble. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps, mais on va y arriver. D'accord. Et côté bureau d'études, peut-être, en conclusion, vous voyez les choses?
ne sais pas quoi dire après cette brillante conclusion d'Éric. Non, moi je suis aussi assez enthousiaste. Je suis convaincu qu'il y a des super produits qui vont arriver, des vraies filières de développement, de profils, de formation de jeunes qui vont arriver. Il y a un vrai besoin, c'est quand même des métiers vachement intéressants. On sait que tous nos jeunes sont des geeks, des aficionados électroniques. Et c'est pas tout joué, mais quand ils commencent à le concevoir, ça leur plaît aussi. Voilà. Non, je suis plutôt enthousiaste sur la suite. Ben, merci beaucoup, merci à tous les deux. Des questions peut-être dans la salle sur ces sujets-là? Oui, plein. On a essayé d'apporter un peu des éclaircissements. Allez. Oui, bonjour. Donc Adrien Magdelaine, moi je suis responsable des achats de la société Ecocompteur qui est basée à Lannion. Nous, les achats d'électronique, c'est environ 1 million d'euros par an, donc on est confronté de très près et au quotidien à toutes ces problématiques. Et je ne peux être que d'accord avec tout ce que vous avez dit. Cependant, il y a peut-être un phénomène qu'on n'a pas évoqué, c'est le marché des brokers. On se rend compte que, est-ce qu'il n'y a pas une partie de la pénurie qui est aussi créée directement par ce marché des brokers? À titre d'exemple, nous tous les jours on consulte certains brokers et on s'aperçoit que des fois il y a des composants qui ont des dates code de fin 2021 ou qui sont tout récents, donc des distributeurs officiels qui n'ont pas été servis, mais des brokers qui ont réussi en fait à s'approvisionner des composants et à les revendre. Les exemples qui étaient évoqués de plusieurs centaines de dollars à la place de quelques dollars sont vrais. Et j'avais une deuxième question. Et donc comment on peut expliquer, pourquoi on explique ce phénomène-là? Et deuxième question, plutôt peut-être pour vous, Monsieur Burnotte, est-ce que vous avez des stats ou pas au niveau d'Alliances, mais peut-être aussi au niveau du SNES, sur l'évolution des achats de composants dans les EMS et la part justement broker par rapport aux parts distributeurs et cataloguistes qu'on pouvait avoir avant 2020, quoi. Alors, j'essaie de répondre à la première question déjà. Alors, c'est une interrogation que beaucoup de gens se posent. Hein. Effectivement, on a déjà eu ça. Comment ça se fait qu'il y a des composants qui apparaissent? Alors, il y a une explication qui est toute simple, au moins pour une partie, parce qu'on est incapable de vérifier l'ensemble de ces informations. Mais il y a des grandes entreprises qui, suite à leur arrêt de production, clairement en 2020 et 2021, je pense surtout à l'aéronautique, au nautisme, et à d'autres grandes entreprises dont je ne peux pas citer le nom, ils ont relâché des composants. C'est-à-dire que clairement, des gens ont vendu des stocks entiers, plusieurs milliers de composants, donc des composants qu'ils avaient approvisionnés pour des avions comme l'A380 par exemple, hein, donc, pour lesquels il n'y a plus de besoin ou les besoins ont été divisés. Et donc, quand ils ont vu qu'il y avait pénurie de composants, ils ont trouvé, entre guillemets, citoyens de relâcher ces composants et de les mettre sur le marché. Donc ça, c'est un bout de l'explication. Alors après, évidemment, ces composants-là ont été proposés à pas mal d'entreprises. Clairement, ils ont été proposés au SNES, ils ont été proposés à Alliances. C'est pas notre métier que d'aller acheter ces composants pour les revendre. C'est très compliqué, on n'a pas les structures. Et donc, naturellement, ces composants-là se sont retrouvés aiguillés vers des gens dont on veut dire qu'on a un métier un peu particulier, c'est celui des brokers. Donc ça, c'est la première partie d'explication. Après, il y a des brokers qui ont passé des commandes. Ils ont senti des choses. Ils ont vu les choses arriver. Alors, le début de la crise, ça remonte à 2019. Fin 2019, on a dit, au SNES, on a dit, on est en début de crise, donc il va se passer des choses. Alors, les gens qui sont à l'affût de ça, et qui savent très bien que le STM32, tous ces composants-là, ils savent que le nerf de la guerre, c'est ces micros-là et les familles de composants qui sont associés. Et donc, ils ont passé des commandes. Les Chinois en tête, hein, les Chinois ont passé beaucoup de commandes. Ils ont payé d'avance ces composants-là. Et donc, ces composants-là, ils se retrouvent aujourd'hui sur le marché. Au moins pour la partie de la face non cachée de l'iceberg, puisque, comme encore une fois, c'est impossible d'aller tout contrôler. Mais il n'est pas rare aujourd'hui de trouver des composants sur lesquels vous avez une étiquette qui s'appelle Safran ou qui s'appelle Sagemcom ou je sais que sais-je encore, parce que c'est des composants qui sont sortis des stocks et qui ont été revendus à des distributeurs, enfin en tout cas à des brokers par ces voies-là. Pour la deuxième partie de la question, quel est le pourcentage? Alors, c'est une question qui est compliquée parce que
suivant les secteurs d'activité dans lesquels on est, il y a beaucoup de méfiance. Et quand vous travaillez dans l'aéronautique, par exemple, ou quand vous travaillez dans le militaire, il n'y a que 2 brokers qui sont homologués en France. Et donc, c'est forcément c'est vers ces gens-là qu'on se retourne. Bon, ils sont Ribbon pour ne pas les nommer, hein, et puis les autres qui sont à Toulouse, là, j'ai oublié leur nom, mais c'est pas très grave. Donc, c'est souvent ces noms-là qu'on retrouve parce que c'est des gens qui ont des structures qui vont permettre, comme on l'a vu tout à l'heure, d'aller analyser les composants, de les passer en rayon X, de vérifier que c'est pas des composants contrefaits. C'est pas toujours facile, hein, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fabrique des semi-conducteurs, il n'y a jamais un lot de bons à 100%. Donc quand ils font les tris, quand tout se passe bien, on est à 70-80%, ça veut dire 20% de composants rejetés. Donc c'est des composants qui se retrouvent à la poubelle ou c'est des composants qui se trouvent déclassés. Et là, ça sort des réseaux standards et c'est ces composants-là qu'on retrouve plus ou moins de manière officielle. Et c'est parfois là que les ennuis commencent. Et donc aujourd'hui, la part effectivement des brokers a augmenté, mais je vais prendre le cas d'Alliancis. Aujourd'hui, on dit on a beaucoup de problèmes d'approvisionnement, mais il faut relativiser. Nous, aujourd'hui, chez Alliancis, on a 5 à 6% des composants qui posent problème. On a 11 000 références en stock, je pose 15 000 composants, je pose 15 000 commandes par an. Donc oui, il y a des ennuis, oui, c'est compliqué, mais finalement, ce n'est pas tous les composants. C'est d'ailleurs le problème. C'est pour ça qu'on a des stocks, parce que 70 à 80% des composants nous sont toujours livrés correctement à la bonne heure. Et ce qui manque, c'est justement le petit pourcentage de composants qui sont décalés de quelques semaines, de quelques mois, de plusieurs mois. Mais globalement, moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai qu'un seul client sur lequel j'ai une carte où j'ai 1 an de retard. Tous les autres clients, j'ai 2 mois de décalage à peu près. Donc on trouve des solutions. Comme disent mes amis tunisiens, tout finit par s'arranger, même mal. Donc effectivement, il y a des problèmes de prix à la clé. Mais on y arrive, quoi. Bon. Merci. Bonjour, je m'appelle Malik Anine, je suis gérant de la société Eranc. Eranc, c'est une start-up normande qui met en relation justement des industriels, de sorte qu'on puisse acheter et vendre des composants électroniques sans passer justement par des brokers. Et je voulais savoir ce que vous en pensez de ce genre d'initiative. Ça a sourcillé. Oui. Alors, en fait, c'est une bonne idée. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire ça. Alors, c'est souvent très compliqué. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 2 raisons. Nous, on a tous des composants chez nous qui ne servent pas, en fait, ou qui ont des taux de rotation qui sont très faibles. La problématique, c'est que la première chose qu'on fait quand on reçoit ces composants-là, on colle une étiquette dessus, donc Alliancis ou que sais-je encore. Donc déjà, ça freine. Il y a des gens qui ne veulent pas retrouver justement des composants comme ça parce que dans quelles conditions ils ont été stockés, est-ce que le colis a été ouvert, est-ce que ça a été reconditionné, et ça se comprend. Donc il y a des gros problèmes d'assurance derrière ça. Et puis l'autre problématique, c'est que nous, c'est très compliqué, c'est pas notre métier, j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas les structures. Au sein du SNES, on a un truc qui s'appelle Nettronic, où en fait on fait des demandes et celui qui a des composants peut les vendre. Déjà, la première mauvaise surprise, c'est que moi, en tant que président du SNES, je les vois toutes passer et on essaye de répondre à toutes. J'ai très, très, très rarement des composants. Ceux qui sont demandés, ce n'est pas les composants que j'ai. Puisque suivant les secteurs d'activité, les composants sont différents. Les composants de l'aéronautique, ce n'est pas les composants du médical, ce n'est pas les composants de l'automobile. Donc, et si je regarde chez moi, j'ai 60 clients différents, j'ai 11 000 références qui tournent, j'ai que 10% de composants communs, qui sont évidemment les commodities, donc les résistances, les capas, les machins. C'est pas ça qui nous embête le plus. Non. Et donc après, pourquoi pas revendre ce qu'on a en stock? Alors on a essayé de faire une plateforme, et en fait le coût de gestion, la première chose que les gens demandent, c'est dans quel état sont les composants, c'est quoi le datacode. C'est des choses qu'on n'a pas forcément dans nos systèmes informatiques. Donc il faut qu'on envoie quelqu'un en disant alors il est où le machin, ah oui, sur la palette il y a 3 datecodes. C'est tout de suite très compliqué à gérer. Okay. Et du coup ça reste en plan, quoi. Okay. Alors pour répondre aux 2 éléments, le premier en fait sur Eranc, pour vendre, on fait un audit sur site. Donc justement on s'assure que la manière dont ça a été approvisionné, la manière dont c'est stocké, la manière dont les choses sont faites dans les règles de l'art. Et en général, quand on achète des composants pour sa propre production, on n'a pas vocation à faire les choses à moitié. Donc généralement, ils sont plutôt bien respectés, même s'il peut y avoir bien sûr des problèmes. La deuxième, c'est qu'on passe systématiquement par les fameux laboratoires qualité que vous avez cités, à savoir du côté de Toulouse,
Elecma et du côté de Bordeaux, la Serma, justement pour faire les tests, pour éviter s'il pouvait y avoir un problème sur un lot. Et pour répondre à la deuxième remarque, effectivement, il y a des choses qui ont été faites en France il y a 10 ans déjà, où on était plutôt avec des fichiers Excel dans tous les sens, et on voit bien que ça ne peut pas marcher. Et aujourd'hui, encore beaucoup plus récemment, mais finalement, il y a une dizaine de MS français qui se sont mis autour, et on se rend compte que finalement, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une belle palette en France d'industries différentes, militaires, industrielles, etc. Mais en fait, on est malheureusement encore, et vous l'avez cité tout à l'heure, les gens se parlent, c'est bien, mais à l'échelle française, ce n'est pas suffisant, il faudrait être à l'échelle européenne. Seule une start-up comme la nôtre, aujourd'hui, nous, 50% des gens qui veulent jouer le jeu avec nous, eh bien, en fait, ne sont même pas en France. Et on a d'ores et déjà, pourtant on est encore très petit, on est une start-up qui a à peine 2 ans, qui avons été incubés à Normandie Incubation et qui maintenant nous sommes incubés à la station F avec l'incubateur d'HEC. Et en fait, on a d'ores et déjà des matchs qui se font, alors que, pour être très transparent avec vous, on n'a pas des millions de références en stock, mais finalement, on couvre géographiquement beaucoup plus large et on arrive à répondre à certains clients. C'est prometteur, j'ai envie de dire, mais en même temps, j'ai envie d'y croire, c'est moi le fondateur de l'entreprise. Mais pour répondre à vos 2 remarques qui sont complètement justifiées, le monde des startups a des financements que le monde, malheureusement, traditionnel, industriel, n'a pas forcément. Donc nous, on est capable, pour lancer, et on l'a proposé à certains clients, on ne le fera pas à tous les clients. On a aujourd'hui 2 sociétés du CAC 40 qui travaillent avec nous, et d'autres de taille beaucoup plus modeste. On est capable d'accompagner jusqu'à faire l'inventaire chez vous, de sorte que, justement, on puisse lancer correctement cet exercice. Là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est que si on n'a pas une diversité géographique, si on n'a pas une diversité de taille d'entreprise, si on n'a pas une diversité de secteurs d'activité, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, on est en clone et ça ne marche pas. Ce n'est pas notre cas. Donc, je vous remercie pour la réponse. Finalement, il y a 2 grandes contraintes, et je vous l'accorde, que ça me rassure, on a réussi à y répondre. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci d'avoir fait passer le micro. Je vais juste prendre la parole quelques minutes. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Moi, je suis du côté fabricant de semi-conducteurs. Oui. Donc, je voulais vous partager un petit peu ce que l'on vit et peut-être quelques pistes de comment mieux faire tous ensemble. Donc, la première chose, dès 2019, on a commencé à alerter nos clients en disant « Attention, attention, on est en train de voir un mur devant nous. » Pourquoi ? Tout s'était arrêté à un certain moment. Nous, avec la crise de la Covid, tout s'est arrêté, tout redémarre et c'était l'horreur. D'accord ? Donc, on a essayé d'alerter et ça a été compliqué au tout départ. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on voit ? En ce moment, on pousse énormément les gens à faire du redesign. Du redesign, pourquoi ? Parce que les technologies aux alentours de 90 nanomètres sont récupérées par l'automobile. Nous, on est chez TSMC, ils nous prennent tout c'est l'automobile qui prend à 90 nanomètres. Les technologies très très fines, c'est les GAFAM ou comme ça, donc là. Mais par contre, les technologies autour des 40 nanomètres, c'est les technologies sur lesquelles il faut redesigner maintenant. L'intérêt, c'est que ces technologies, il y a à la fois TSMC, mais il y a aussi d'autres, par exemple SMIC, qui font des technologies équivalentes. Donc ça permet d'avoir plusieurs fondeurs. Donc ça réduit les risques. Donc, 1, redesigner. 2, il y a eu beaucoup de clients qu'on ne connaissait pas du tout parce qu'ils achetaient directement aux US. Aux US. Vous pensez qu'ils achetaient aux US ? Non, ils achetaient tous en Chine. Ils achetaient via les brokers, ils achetaient via énormément de marchés différents. Là, maintenant, on connaît les clients qui historiquement utilisaient les compétences locales pour faire du design et après, on ne voyait jamais la production. Maintenant, on voit la production. Donc, la deuxième chose, c'est rapprochez-vous des distributeurs, rapprochez-vous des fabricants de semi-conducteurs, rapprochez-vous des gens qui apportaient le service, parce que c'est en vous connaissant que nous, ça nous permet de mettre dans les fichiers d'allocation. En revanche, ce n'est pas parce qu'on met dans les fichiers d'allocation qu'on a ce dont on a besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'après, j'ai entendu aussi les modules. J'ai entendu Raspberry Pi, j'ai entendu module. Il y a à peu près 60% des projets IoT qui restent au niveau du proof of concept. Pratiquement rien passe en prod. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On analyse en premier, est-ce que vous connaissez vos KPI ? Quel est le vrai projet que vous voulez faire ? On ne veut pas faire du design pour faire du design, on veut faire du design pour des choses qui fonctionnent. Et là, on se rend compte qu'il y a un gap, parce que
trop souvent, les gens ne passent pas suffisamment de temps à faire une bonne spec, à savoir ce qu'ils sont en train de chercher pour faire une bonne conception. Ensuite, vous avez dit time to market. Time to market, c'est important de mettre des modules au début pour du time to market. Mais certains se disent, je prends des modules, je sais pas, j'ai besoin de Bluetooth, je vais regarder tous les fabricants de modules et je vais prendre le moins cher. Mais ils ne se posent pas la question que ce qui va coûter moins cher, c'est de trouver un fabricant de modules qui fait aussi le composant. Parce que comme ça, le logiciel permettra de passer facilement du module au composant. Donc la crise que l'on a en ce moment met en évidence la douleur d'un côté, mais aussi les bonnes pratiques qu'on va se faire. Donc de la communication, avoir l'esprit ouvert, aller vers les fabricants de semi-conducteurs distributeurs, partir sur des modules où derrière il y a des composants, et petit à petit, c'est comme ça qu'on va faire. Et j'espère aussi avec des jeunes ingénieurs, parce que c'est vrai, on est beaucoup grisonnants. Mais oui. La filière, moi je me rappelle ma filière de lessier de microélectronique. On est né dans des filières de lessier en microélectronique. Maintenant, il y en a combien d'entre nous qui sont dans une fab française ou européenne? Pratiquement aucun, parce que ces filières étaient arrêtées. Donc d'où aussi, au niveau du pouvoir local, maintenant qu'il y a la douleur, mettons en œuvre une vraie politique du semi-conducteur européen. Et si les composants n'existent pas au niveau européen, au moins des bonnes pratiques pour accompagner pour la réussite des projets. Merci. Merci pour votre partage, votre retour d'expérience. Plus d'autres questions? Sinon, on va conclure. On est encore dans le timing. Ok. Merci beaucoup en tout cas, Eric. Pascal, merci.